En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendra Beogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, je reçois pour vous un journaliste émérite burkinabé qui vient d'être admis à la retraite après plus de 35 ans de service. Bonjour, Godefroid Bazier. Oui, bonjour, Charles. D'habitude, c'est vous qui posez les questions. Aujourd'hui, on va vous soumettre à une inversion des rôles. C'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions, même si ça fait un peu quelque chose qui puisse me déranger, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Comment vous abordez cette nouvelle vie, loin des pressions, des rédactions et puis des éditions? On imagine qu'il faut réapprendre à vivre. Bon, j'ai toujours vécu avec mon métier, j'ai toujours vécu avec le stress. C'est vrai que avec cette nouvelle vie, je sens que je suis un peu plus libre, je suis pas stressé, je pense pas au journal et je ne pense pas à comment je vais m'habiller, quelle cravate je vais porter, quelle chemise, quelle veste je vais en tout cas avoir pour pouvoir faire plaisir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et pour le moment, en tout cas 2 semaines, je sens une certaine liberté, un vent de liberté qui souffle sur moi, je suis tout à fait free dans ma tête. Mais vous allez certainement sauter du lit. Bon, pour le moment, ça n'est pas encore arrivé. Pour le moment, c'est pas encore arrivé, mais bon, je me rappelle quand j'étais au ministère des Mines comme DCPM il y a quelques années de cela, entre 2007 et 2012, je me réveillais souvent, je dis, est-ce que c'est pas moi qui suis programmé pour le journal aujourd'hui? Après, je me suis rendu compte que non, j'étais directeur de la communication et de la presse ministérielle du ministère et que j'étais un peu loin de la radio-télévision du Burkina pour ces émissions et ces journaux que je présentais. La vie d'un journaliste, c'est prenant. Ça vous détache des autres, apparemment. Si vous ne faites pas attention, on se retrouve isolé après tant d'années. Oui, c'est vrai que en même temps qu'on rencontre beaucoup de gens tous les jours, grâce aux activités qu'on mène journalistiques, en même temps, ça fait que vous vivez comme un homme seul, parce que vous n'avez pas le temps de rendre visite à vos familles, à vos frères, à vos oncles, à vos parents. Bref, ça fait que quand on est journaliste à plein temps, quand on est vraiment plongé dans le métier, on n'a pas le temps pour s'occuper des aspects sociaux de la vie, et ça c'était un grand hic que nous avons remarqué nous tous, parce qu'on est toujours en train de voyager, on est toujours en train de partir, on est toujours en train de courir derrière l'information, et souvent, comme vous l'avez dit, on n'est pas toujours disponible pour en tout cas écouter d'autres personnes, pour s'entretenir avec d'autres personnes, pour voir d'autres personnes. C'est une vie qui n'est pas toujours comprise. Les autres, on pense toujours que vous flirtez avec le monde des grands. Vous quelle est votre expérience là-dessus? Oui, ça c'est l'imagerie populaire. On estime que vous vivez avec les gens de la jet set. Vous êtes toujours avec le président, avec le premier ministre, avec les membres du gouvernement, que vous connaissez tout le monde, vous connaissez tel DG, vous pouvez taper à n'importe quelle porte, à n'importe quelle heure. Et c'est vraiment aussi, ça fait partie, je crois, de l'aura qu'on donne aux journalistes. Ça fait partie de ce que de l'image qu'on donne aux journalistes, parce qu'on estime que c'est quelqu'un qui est proche de tout le monde et qui est proche du bas peuple, c'est vrai, mais qui est surtout proche des personnalités les plus placées, les haut placées du pays. Et moi, je sais que chaque fois que certains me voyaient, ils me disent, ah non, vous êtes à côté du président, donc il faut le voir pour tel ou tel problème. Et je lui dis, non, c'est pas évident comme ça, parce que on n'est pas proche, comme ça on n'est pas familier. On est dans le cadre d'un travail, d'une personne à interviewer, une personne qui interviewe. On n'est pas toujours dans les secrets, et on n'est pas disposé à, en tout cas, causer de manière, j'allais dire, singulière et familière. Donc, mais le commun des mortels estime que le journaliste est quelqu'un qui est proche des autorités et qui peut tout résoudre, tous ses problèmes. Voilà, s'il veut une maison, il l'a. S'il veut une voiture neuve, il l'a. Et pourtant, ce n'est pas la vérité qui se manifeste de cette manière-là. On a vu surtout avec l'écran
qui rend public un peu, plus puisque vous êtes vu par les téléspectateurs, chacun, ça fait naître un peu la vedette que vous êtes, vous devenez une star dans un milieu. Vous, comment vous gériez ça? Moi, j'ai tout fait pour ne pas me laisser griser par le végétariat. Pas de végétariat. Je suis toujours sur ma moto. Je rencontre les gens au feu rouge. Je vais m'asseoir au ciné Burkina avec les cireurs. On cause. Et voilà, je suis, certaines personnes m'interpellent. Ah non, vous êtes un grand, vous ne devez pas venir ici. Je dis non, moi je vais essayer d'être le plus simple possible. Je ne vais pas me laisser griser par un succès qui n'en vaut pas la peine. Je suis un journaliste, j'estime que je fais mon travail et qu'en dehors de cela, je n'ai pas à jouer, je ne sais pas à quelle vedette, je ne suis pas PPDA ou voilà. Donc je ne peux pas, ou David Poujada, je ne peux pas me permettre d'avoir des gardes de corps et de filtrer mes relations. Moi, je rencontre tout le monde, je cause avec tout le monde et j'ai essayé de garder ce cap jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'atteigne donc cette retraite. Mais quelque part, c'est le label aussi de la maison, le journaliste présentateur qui révèle un peu l'esprit de la maison, un peu le niveau de standing un peu de la maison. Oui, mais il faut remarquer qu'à la RTV, ce standing n'est pas entretenu, il n'est pas cultivé et on ne vous donne pas les moyens. Ailleurs, si je prends l'exemple le plus proche, la RTI et le présentateur, tout est pris en charge par la RTI, que ce soit sa voiture, sa maison, sa décoration, tout est pris en charge pour cultiver une certaine image, un certain standing du présentateur, pour qu'il ne soit pas, en tout cas, confondu aux citoyens lambda. Et c'est ça qu'on appelle cultiver un standing et cultiver une certaine image du présentateur qui doit être une vedette. Mais à la RTV, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai présenté le journal pendant plus de 12 ans à la télévision, 14 ans à la radio. J'ai jamais été pris en charge, même vestimentaire. Je n'ai pas été habillé. Je me débrouillais pour m'acheter des costumes, pour m'acheter des cravates, pour m'acheter des chemises, pour paraître à l'antenne, pour que le public puisse aimer. Ça doit peser sur le revenu de journaliste. C'est tout ça qui contribue à créer un stress quand vous êtes présentateur. Parce que vous vous attendez à ce que le public vous critique par rapport à votre habillement, par rapport à votre look. Voilà, vous vous attendez à ce que, en dehors même de la télévision, quand le public va vous rencontrer, on vous regarde de bas à haut. Voilà, pour voir si vous êtes porté des chaussures croco, si vous êtes bien habillé. Voilà. Donc, ça fait que ça pèse dans la mentalité du présentateur, mais ça pèse également dans son budget puisqu'il est obligé à tous les coups de courir et de s'acheter des costumes, d'aller même faire, j'allais dire, des prêts pour pouvoir être présentable à l'antenne parce que la prime vestimentaire qui est accordée à tous les journalistes est vraiment dérisoire. Ces dernières années, on a vu la levée du bouclier des journalistes qui ont demandé un peu à ce qu'on revoie un peu ces conditions de vestimentaires là. Ils ont demandé une indemnité. Ils en ont eu, mais bon, jusqu'à présent, ça ne représente pas grand-chose. Oui, cette indemnité est très, très, très en deçà des attentes des journalistes et elle n'arrive pas à couvrir leurs besoins vestimentaires. Je me dis que si on doit donner 30 000 francs pour qu'on s'habille, je crois que 30 000 francs c'est très dérisoire. On ne peut pas s'habiller un costume. Si toute l'année on fait l'addition de ces 30 000 francs, on trouve 360 000. 360 000, c'est juste pour acheter un costume, un vrai costume. On ne peut pas passer toute l'année à porter le seul costume et apparaître à l'antenne. C'est un peu difficile. C'est très difficile. On a vu vos confrères vous rendre hommage en direct. C'est une première. Comment vous avez vécu cette reconnaissance de vos pères? Bon, je savais que quelque chose se tramait, que voilà, le dernier journal, c'était le dimanche de Pâques et non le samedi. Et donc, je savais qu'entre le samedi et le dimanche, quelque chose allait se préparer pour pouvoir... et moi, j'avais dit, non, on fait rien. Moi, je pars, je m'éclipse, j'ai dit au revoir aux gens, j'ai dit c'est la fin, et puis je m'en vais. Et mes confrères ont dit, non, on va voir, on va te faire une surprise.
et ce soit le samedi 20, soit le dimanche 21 avril, on te fait une surprise. J'ai dit non, moi je tiens, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux être toujours quelqu'un qui passe inaperçu, parce que je veux pas, bien que je passe à l'antenne, bien que je sois un homme public, je fais tout pour être inaperçu. C'est-à-dire, je me mêle à la foule et je veux pas que les gens me reconnaissent. Souvent, je vois, on m'interpelle dans tel, bon, je fais comme si je n'entendais pas parce que je veux pas que, voilà, on m'appelle, Godefroy Bazier. Bon, je ne dis rien parce que si je me retourne, tout le monde sait que c'est moi, donc je ne dis rien. Mais moi, j'ai demandé à mes confrères de sursoir à cette surprise, mais ils n'ont pas voulu et ils ont fait quelque chose qui ne me surprenait pas parce que je savais déjà que ça allait. Voilà, j'avais déjà entendu quelques bribes par-ci par-là qu'il y a quelque chose qui se préparait, mais moi j'avais demandé à mon rédacteur en chef de mettre la pédale douce, de laisser passer, et j'ai dit au revoir aux gens le dimanche 21, j'ai dit c'est fini, c'est mon dernier journal, je vais pour un repos bien mérité, et il a dit non, on ne peut pas quitter comme ça l'antenne, nous on te fera quelque chose. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, et j'ai vu que sur les réseaux sociaux... Oui, ça a enflammé la toile. Oui, on en a Les gens vous regrettent. Non, mais bon, ils auront le temps de m'oublier parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de présentateurs plus talentueux que moi à la télévision, à la radio. Ils sont partis, c'est vrai, très tôt. Moi, j'ai cette longueur que je suis resté jusqu'à la fin. Oui, on dit que vous êtes une exception. L'une des rares personnes à présenter le journal jusqu'à la retraite. C'est toute une vie consacrée au micro. Oui, et je me rappelle, en août 85, je rentrais dans ce studio tout tremblant pour présenter mon premier journal de 22h, vous voyez, à la radio. Et j'ai fait le 22h en août 85 et je suis parti finalement en avril 2019. Et j'ai vu que, à part quelques années où je suis allé en formation et puis où j'étais DCPM au ministère des Mines et des Carrières, j'ai toujours été présentateur. Toujours. J'ai fait toutes les éditions à la radio, 6h, 22h, 13h, 19h et à la télé, j'ai fait 13h, 22h, 20h. En tout cas, consacré. C'est vrai que j'ai aimé faire ça. J'ai appris beaucoup de mes anciens, de ceux qui étaient là avant moi. Et voilà, je peux citer pêle-mêle Jean-Pierre Ilboudo, Mathieu Bonkungu. J'ai appris de Bernard Kabouré, Francis Kabouré. Et ce sont ces anciens-là qui m'ont vraiment fait aimer le métier et j'ai essayé de suivre les pas. C'est vrai qu'ils sont partis très tôt dans d'autres aventures, d'autres carrières. Et puisqu'on dit que le journalisme mène à tout, à condition de pouvoir en sortir. Donc, ils sont partis. Beaucoup de gens les ont regrettés. Voilà, quelqu'un qui, comme Pierre Clavette Assambédo, que tout le monde connaît, en tout cas de la vieille génération comme nous, on a beaucoup aimé, mais il a abandonné le micro très tôt, il est parti. Et pourtant, il était un présentateur très chaleureux, très aimable et apprécié de tous. Godefroy Bazier, un de vos anciens directeurs, a témoigné lors de ce au revoir-là. Il disait Godot MM, le mois malien. C'est quoi le mois malien? Je me rappelle quand nous sommes arrivés à la radio-télévision du Burkina ensemble dans les années 85, et Yacouba Traoré et moi, on se taquinait et on aimait s'appeler MM parce que c'était au temps où les fonctionnaires maliens faisaient 6 mois, 7 mois sans salaire. Et quand nous sommes dans la galère, on se disait nous sommes dans le mois malien. Voilà, donc nous sommes MM, nous sommes dans le mois malien. Mais quand le salaire tombe, on disait nous sommes au Gabon, nous sommes dans le MG, le mois gabonais. Donc depuis lors, voilà, Yacouba Traoré et moi, on se taquinait, si on se voit, on s'appelle même plus par nos noms, on se dit alors MM, ça va, et puis on continue. Et voilà, ça c'était au temps de 1986-87 où les fonctionnaires maliens avaient des problèmes pour avoir leur salaire. Ils faisaient 6 mois, 8 mois sans salaire, et quand nous on était dans la galère, on disait qu'on était dans le mois malien. Je disais que beaucoup ont fui le micro, des grandes voix du journalisme se sont éclipsées. Beaucoup indexent la non-valorisation des carrières, alors que l'on compare le journalisme au vin, plus il vieillit, plus il devient bon. Conséquence, les rédactions sont jeunes aujourd'hui, sans repère. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut encourager les seniors à rester dans les rédactions en revalorisant un peu les carrières? Surtout, il faut les encourager à rester. Parce que nous autres, moi je peux dire que nous avons eu la chance d'avoir eu des anciens qui nous ont encadrés. Et je citais tantôt des noms.
Non, il y en a d'autres encore qui sont là, qui sont vivants, qui nous ont encadrés. Moi, je me rappelle quand je faisais mes premiers pas ici, et mon papier, on le prend, on le lit, et puis on le jette dans la poubelle. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Il faut aller le faire. Et on repartait, et on s'asseyait, on réécrivait, jusqu'à ce que le papier soit intéressant, et on part. Donc, les anciens, vraiment, c'est un point d'appui sur lequel les jeunes peuvent progresser, peuvent s'appuyer sur ces anciens-là pour progresser. Et moi, je me dis que les anciens sont, en tout cas, c'est une sorte de phare, voilà, le phare qui permet aux jeunes de se repérer, de se retrouver et de faire leur chemin et de marcher dans le droit chemin. C'est ce qui vraiment manque actuellement chez nous. Moi, quand j'étais à la télé je suis le seul, je crois, de la génération de 1980-90 à être avec les jeunes. Je me dis que j'ai essayé, moi aussi, de les encadrer. Je les ai tensés. Certains même l'ont dit que j'avais des fatwas. Effectivement, je refusais les lancements tout faits, je refusais les papiers incolores et inodores qui n'ont aucune saveur. Je refusais ça et moi, quelqu'un qui vient avec un lancement qui ne me plaisait pas, je dis non, ton élément ne passe pas. Je mets ça de côté. Si tu veux, tu te mets au sérieux, tu écris un bon lancement, tu l'amènes. Sinon, ton élément ne passe pas. Bon, c'est des fatwas souvent qui ne plaisaient pas aux jeunes, mais ils étaient obligés de battre les coupes et d'accepter ce que je faisais parce que eux aussi de leur côté ils apprenaient quelque chose avec moi et surtout moi je ne critique pas pour critiquer, je fais des remarques journalistiques. Si tu écris ça, est-ce que le public comprend? Est-ce que toi-même tu comprends? Voilà. Si tu fais un papier avec des chiffres, des milliards, est-ce que toi, quand tu sors du studio, on te demande avec combien de milliards? Est-ce que tu peux répéter? Tu dis non. Donc, pourquoi tu vas mettre ça pour le public? Le public est assis chez lui, est-ce qu'il peut retenir ça? Donc, voilà, et vraiment, c'est des béabas du métier que j'apprenais. Bon, souvent avec, j'allais dire un peu de désinvolture, voilà. Mais ça faisait plaisir ou ça faisait pas plaisir, mais je crois que ça arrangeait en tout cas la carrière des uns et des autres. Aujourd'hui, les éditos, ça manque. Ça devait être l'œuvre de la vieille garde. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire une éditeur parce que on est de la vieille garde. Le besoin est pas exprimé. Oui. Et si moi je me lève, je tape ma poitrine, je dis, moi quand j'étais à la radio, je faisais des éditos, je faisais des billets et parce que mon chef me le permettait, il me le demandait de faire, il me demandait de le faire. Mais si j'arrive à la télé, bon, je me lève un jour, je passe dans le journal, je fais un édito, à quel titre? Voilà. Donc, je me dis que si le besoin n'est pas exprimé, tu n'as pas à te comporter comme un savant, quelqu'un qui connaît tout. Ce n'est pas un arias. Voilà. Tu n'as pas tout lu, tu n'as pas tout vu, tu n'as pas tout entendu. On dit que dans le journalisme, il n'y a pas de retraite. En fait, pourrait-on s'attendre à vous voir sur d'autres chaînes? Oui, j'ai déjà eu 2 chaînes qui m'ont approché pour soit présenter le journal, soit pour faire des émissions. Mais j'ai dit, bon, je vais réfléchir parce que je vais pas aller refaire la même chose qu'à la RTV. Voilà, si c'est pour aller représenter le journal, avoir les mêmes angoisses, les mêmes stress, moi je dis basta. Voilà, mais si c'est pour faire des émissions grand public et qui me sortent un peu de mon train-train de présentateur, moi je suis partant. Moi donc déjà j'ai eu 2 télévisions qui m'ont approché, mais je n'ai pas donné de réponse définitive. Si vous le permettez, nous allons revenir un peu sur cette vie de journaliste bien remplie. Tout a commencé dans les années 85, vous disiez, à la radio nationale. Quels ont été vos premiers moments dans ce métier? Oui, mes premiers moments, c'est comme je l'ai dit, je suis arrivé en venant du SNP, comme on disait, le service national populaire. Je suis de la 3e promotion SNP Georges Namoiano, j'étais à Bobo de Lasso et je suis arrivé en 85, la tête bien rasée, et je suis arrivé à trouver que mon chef était un certain Bourema Sigé Jérémy. Alors, Bourema Sigé Jérémy, qui va créer quelques années plus tard le pays, le journal. Voilà. Donc, et quand je suis arrivé du SNP, il m'a demandé est-ce que tu es disponible
pour présenter le journal. J'ai dit non et moi je suis pas prêt. Il m'a dit non, on n'est jamais prêt. Alors dès demain, tu fais le 22h. J'ai dit ah chef, il dit il n'y a pas de chef. Je t'ai programmé demain tu fais le 22h. Et c'est comme ça. Je suis rentré avec mes papiers, j'ai demandé un peu de conseils à gauche, à droite. Je parlais de Mathieu Bonkongo tout à l'heure, de Bernard Kaboré, tous ce sont des grands frères qui étaient avec moi. Et j'ai demandé des conseils, ils m'ont dit non, voilà le jingle on lance, après tu lèves la main, tu demandes, bon. Bref, je suis rentré tout tremblotant avec le trac. Parce qu'un journaliste qui présente le journal sans trac n'est pas un journaliste, c'est pas un bon journaliste. Si quelqu'un fait une émission ou présente un journal, dès le premier jour il n'a pas le trac, il n'a qu'à abandonner ce métier-là parce qu'il n'est pas un bon journaliste. Parce qu'il doit avoir peur de la réaction du public. Il doit se dire, ah, il y a des millions et des millions de personnes qui me suivent. Est-ce que je vais bien m'en sortir? Et s'il n'a pas ce trac-là, je vous assure que c'est pas un bon journaliste. Donc moi j'ai eu ce trac-là. Et mes papiers tremblaient, j'ai présenté mon journal. Et puis après, j'ai été lancé dans le 22h. Et après cela même, vraiment Jérémy Sigué m'a mis en correspondance avec RFI pour le monitoring. Donc j'étais le correspondant du service monitoring au Burkina. Et comme c'était au temps de la révolution démocratique et populaire avec Thomas Sankara qui fait des discours enflammés tous les jours, ça passionnait les amis de RFI qui m'appelaient à tout moment. Et voilà, du CDM, je leur envoyais des éléments tous les jours. Et moi, comme j'étais SNP, comme on dit, et j'étais avec des piges de RFI, je ne sentais pas passer le temps, on me payait, et voilà comment j'ai commencé. Vous avez connu la révolution démocratique et populaire en tant que journaliste, présentateur, reporter. Les plus anciens racontent qu'un jour, vous avez fait autostop et que vous êtes tombé sur Thomas Sankara lui-même. Et ça n'a pas été simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? C'est une histoire marrante. Alors, John Tassambédou et moi, on était chargés d'aller couvrir dans le village de Thomas Sankara et la pose de la première pierre à Tema-Bokin, du lycée de Tema-Bokin. Donc on quitte le matin avec le car de la radio rurale, il y avait un grand car ici, la radio rurale, on était trois, le chauffeur, John Tassambédou et moi. Et on arrive à Dapelgo, on traverse Dapelgo et dans la brousse de Dapelgo, puisque la voie n'était pas bitumée, il y avait que des arbustes à gauche, à droite, on tombe en panne, je crois que c'est l'arbre du car qui est cassé, on descend et on se dit, ah voilà, ça c'est une affaire qui sera difficile à gérer parce que c'était un reportage de Thomas Sankara dans son village. Il sera présent et nous ne serons pas là-bas. Et voilà, ça ce serait un problème. À l'époque c'était sanction, mercredi, voilà, licenciement, dégagement ou suspension. 3 mois sans salaire et tu manges la vache enragée et puis tu viens au travail. Et nous sommes là, John et moi on dit, on sort, le premier monsieur qui se pointe, nous on l'arrête et puis on rentre. Alors on voit 4 véhicules qui se suivent, on dit, ah Dieu merci, nous sommes sauvés. On arrête, on fait des signes, le cortège s'arrête. Et le cortège s'arrête et dans le premier véhicule, Thomas Sankara qui descend sa vitre. Il dit, oui, il y a quoi? Ah, moi j'étais tout jeune, il ne me connaît pas, mais il connaissait John. Donc il s'adresse à John. John dit non, camarade président, il n'y a rien. Il dit, comment il n'y a rien? Et puis vous m'arrêtez comme ça? Il dit non, camarade président, il n'y a rien. Il n'y a rien et puis vous m'arrêtez? Oui, il n'y a rien. Et moi j'étais là, j'ai croisé le bras, j'ai regardé, et ils ont démarré leur cortège, ils sont partis. Moi j'ai dit à John, mais pourquoi tu dis qu'il n'y a rien alors qu'on est en panne? Il dit non, que lui-même il voit le car, il voit qu'on est en panne, mais pourquoi il lui demande? Bon, et il dit, bon, on va se débrouiller encore. Alors, on a vu encore un véhicule qui arrive, on arrête le véhicule, c'est un monsieur d'une ONG, SOS Sahel, il nous embarque. Et on arrive à Tema-Bokin, on voit Sankara là-bas, il dit, ah, vous deux, vous êtes là encore? Il dit non, camarade président, on était en panne à Odapelo quand on vous a auto-stoppé. Il dit, mais pourquoi vous m'avez l'avez pas dit? On dit non, on ne pouvait pas vous dire parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit vous. Le président du Faso qui, sans escorte, voilà, qui a arrêté pas 2 kidam dans la forêt de Dapelgo. Bon, ça nous a fait un effet. Et comment ça s'est terminé? Ben, ça s'est terminé qu'on a fait le reportage. Vous avez fait le reportage. Et puis on est revenu avec SOS Sahel. Voilà, et puis on est rentré à Ouaga. À l'époque, c'était une période d'exception où le travail du journaliste n'était pas du tout simple. Il semble que parfois on parlait de sabotage quand c'est... Oui, je me rappelle une anecdote quand le président du Faso est parti à la maison du peuple pour une cérémonie. Il y a eu le technicien de la radio, André Bayala, qui avait la bande magnétique de l'hymne, le Ditanier. Il a lancé le Ditanier et le Nagra a mangé la bande. Voilà. Donc, Nagra lance le Ditanier, Nagra bouffe la bande. Et la maison du peuple est un silence total. Et puis, quelqu'un lance et les gens reprennent en chœur le Ditanier.
Et après, le rédacteur en chef et le technicien sont suspendus pour sabotage parce qu'ils n'ont pas pu bien lancer le ditanier dans une cérémonie présidée par le capitaine Thomas Sankara. Donc, c'était un peu une sorte d'épée de Damoclès qui était sur nos têtes et nous on acceptait de tout cœur. On faisait parce qu'on se disait c'est une période d'exception. Moi, je n'ai pas connu d'autres périodes parce que moi, je suis entré en plein dans la Révolution démocratique, mais les autres qui étaient là bien avant moi, qui étaient là dans la Troisième République, et bon, j'étais un peu frustré. Mais moi, je suis venu, je suis tombé tout jeune dans ça et je me suis dit, bon, voilà, je fais mon boulot jusqu'à peut-être qu'il y aura des jours, il y aura des embellis où on aura une période plus favorable pour faire notre métier parce qu'on avait toujours peur de la sanction qui pouvait tomber à tout moment. Et puis il y avait aussi ceux qui avaient été recrutés pour faire de la propagande. Oui, les journalistes révolutionnaires. Oui. Oui, j'en connais qui sont toujours là. Ils sont venus pour un peu comment on appelle ça, nous apprendre la dialectique. Voilà, parce que on se disait que les journalistes qui étaient là, c'était des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas des vrais communistes, qui ne connaissaient pas l'idéologie marxiste-léniniste, et il fallait amener d'autres personnes qui venaient pour, en tout cas, nous aider à marcher dans le droit chemin. Mais je me suis dit que c'était vraiment ce qu'on appelle la comédie, parce que ça n'a jamais eu lieu. Et puis, quelque temps après votre prise de service, je dirais quelques années après, un événement va marquer votre vie. Le coup d'État d'octobre 87 intervient ce jour-là. Et vous étiez de présentation pour le 22h de Radio Burkina, la radio qui est située au cœur du Conseil de l'Entente. Et oui, et j'étais couché à la maison, préparant mon 22h. Ma petite sœur, qui était étudiante à l'université de Ouagadougou, arrive vers les 16h et quelqu'un dans la cour et rentre avec sa moto et me dit, ah, grand frère, ça tire vers le conseil, vers l'hôpital, il y a des chars partout. Et je me dis, ah, moi j'irai voir ce qu'il y a. Elle dit, non. J'ai dit, non, moi je suis de 22h, il faut que j'aille voir ce qu'il en est. Tu peux pas rester à la maison et puis attendre. Donc je me suis levé, je me suis habillé, j'ai pris ma moto, j'ai pris la route, j'étais à Kolonaba, donc je prends l'avenue d'Yatenga. J'arrive au rond-point du 2 octobre, je vois qu'il y a des chars qui sont situé sur le rond-point du 2 octobre, vers le lycée Marianne Gouadi. Je fais demi-tour, je repasse vers l'avenue 56, je vais voir un collègue Roch Parfait Ouedraogo, je dis, ah, moi je vais aller à la radio parce que j'ai entendu que ça chauffe, mais je vais voir je vais être au cœur de l'événement, je vais voir ce qu'il en est exactement. Il me dit, non, on va ensemble. Donc, on traverse la rue des écoles, on arrive au feu rouge du Sénazar du ministère de la Culture, on voit des hommes armés en béret noir, voilà, pas tous des bérets noirs. On s'arrête, on présente nos cartes RTB. Il dit, on parle à RTB. Mais vous connaissez la situation. Si vous partez là-bas, si on vous tue, on dit non, on est d'accord, mais on va aller. Mais ça vaut risque ou péril. On dit non, on est d'accord. Donc on traverse, on passe devant le Sénazar, devant la Dobe, devant le Fer, on traverse, on passe devant le Trésor, on passe entre le Trésor et le domicile du président de l'Assemblée nationale, on passe devant l'ambassade des États-Unis qui était située là-bas, et on arrive devant les affaires étrangères. On trouve encore des hommes armés avec des bérets noirs. On dit, on parle à la radio. Vous partez là-bas? On dit oui. Bon, vous voyez la distance entre le rond-point et puis ici. C'est le point le plus dangereux. Vous pouvez mourir à tout moment. Si vous voulez, vous partez. Ils vous l'ont dit clairement? Ils nous ont dit ça clairement. J'ai dit à Roch, on s'est regardé, on s'est dit, on fonce. Et c'est comme ça qu'on est rentré ici. Et on a passé toute la nuit ici. On nous a envoyé des communiqués, de lire. Moi, je ne l'ai pas lu parce que j'ai refusé toute la propagande qui se faisait. Et puis, voilà, j'étais un peu marqué parce qu'un mois avant, le 15 septembre, j'étais venu d'Addis Abeba avec Thomas Sankara. Voilà. Un mois avant, j'étais en mission à Addis Abeba avec Thomas Sankara. Nous sommes arrivés le 15 septembre et le 15 octobre, voilà, j'apprends sa mort. Et ça a été un choc. Et au cours de la nuit, on dit que la radio a été transformée en QG de quelques acteurs de ce coup d'État, des militaires et des civils qui avaient pris d'assaut la maison. Tout était sens dessus. Ça partait, ça venait. La première déclaration lue par le capitaine Omar Traoré, nous étions là, au studio C. Et après, il y a eu Gabriel Tamine et Salif Diallo qui sont venus et ils sont venus rester avec nous toute la nuit ici. On a dormi ensemble, on a suivi les va-et-vient, les différentes déclarations des femmes, des jeunes, des anciens. Bref, c'était vraiment un certain Kafamayom ici. Et nous, on était là, tout petit dans notre coin. Et je me rappelle de cette histoire où un militaire voulait tirer sur la porte de la bandothèque. Voilà. Parce qu'il voulait la musique militaire. Il voulait changer la musique militaire. Il n'y avait qu'une seule bande qui passait. Et il n'y avait pas la clé parce que celle qui avait la clé de la bandothèque était partie en fuyant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de canarder la porte. Et nous, on a fui, nous cacher parce qu'on ne va pas recevoir
recevoir des balles parce que quelqu'un a tiré sur une porte de la Bandoté. Godefroid Bazier, un autre événement majeur, les premières attaques à Ouagadougou. Vous étiez sur Kwame Nkrumah et c'est comme ça que l'exclusivité a été donnée à la RTP. Bon, c'est trop dit que j'étais sur Kwame Nkrumah. C'est comme pour le coup d'État du 15 octobre. J'ai appris qu'il y avait des tirs sur Kwame Nkrumah et j'ai encore décidé d'aller sur Kwame Nkrumah et de voir ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai frôlé la mort ce jour. Près du 15 octobre, c'était en plein jour et les gens me voyaient. Mais ce jour, j'ai vraiment frôlé la mort parce que j'étais à 2 doigts de Capuchino. Et j'ai été interpellé par des jeunes qui me connaissaient, qui m'ont appelé et qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, n'y va pas. J'ai dit, il y a quoi? Non, il y a des terroristes, ils sont 3, ils tirent. Donc je me suis arrêté au niveau du ministère de la fonction publique. J'ai enlevé mon portable, j'ai appelé mon chef. J'ai dit, je passe dans le journal parce qu'il y a une attaque terroriste. Voilà comment ça s'est passé. C'est comme ça que l'exclusivité, vous étiez au cœur de l'événement toute la nuit? Toute la nuit, j'ai vu les différents assauts, les militaires français, les militaires burkinabés, les forces spéciales, les chiens qui arrivaient de la base aérienne, j'ai tout vu. On a tout filmé, mais on n'a jamais diffusé. Voilà. Mais on a tout vu, les différents assauts jusqu'à 6h du matin. Je suis tenté de vous poser la question après tant d'années d'action sur le terrain. Que retenez-vous? Je retiens que c'était un métier formidable qui ouvre bien des portes, qui ne donne pas forcément de la richesse, mais qui est passionnant et qui vous permet de découvrir du monde, d'aller peut-être où vous n'avez jamais été, d'aller, je ne sais pas, aux confins de l'Asie, d'aller aux confins de l'Europe, d'aller en Amérique, d'aller partout. Moi, je crois que c'est le seul aspect que je retiens, c'est que j'ai voyagé, j'ai vu pas mal de choses et je ne rêvais pas un jour aller à la Martinique, à Fort-de-France. Je ne rêvais pas un jour aller à Bujumbura ou à Kigali ou aller à Gaborone au Botswana. Bref, j'ai fait presque tout ça et je crois que c'est ce que je retiens de ce métier qui est fantastique, c'est fascinant, bien que ça ne soit pas quelque chose qui rapporte de l'argent et des richesses matérielles. On reproche aux journalistes de ne pas écrire. Vous étiez au cœur de l'actualité. Est-ce qu'on pourrait s'attendre bientôt à voir... J'écris quelques lignes. J'écris. Maintenant, je cherche quelqu'un qui va mettre tout ça en ordre pour moi, pour que ça soit quand même quelque chose qu'on puisse partager. Vous avez parlé de Yacouba Traoré. Il a écrit pas mal de livres parce que il a ce virus de l'écriture. Moi, j'ai envie aussi de partager quelque chose et j'écris en attendant peut-être que ça puisse être quelque chose d'épais et de bien ordonné, de coordonné. J'espère avoir le soutien d'un littéraire confirmé pour pouvoir ressortir quelque chose de potable que je vais présenter au public. Godefroid Bazier, avant de vous laisser partir, quelques questions d'actualité. La Journée internationale de la liberté de la presse. Le Burkina Faso, cette année, selon le rapport de Reporters sans frontières, a marqué un bond en avant. On est premier pour les pays francophones, 5e sur le plan africain et puis 36e sur le plan mondial. Cela est salué par tous. Est-ce que c'est un acquis? Non, c'est loin d'être un acquis parce que on ne peut pas dormir sur ce laurier, il faut toujours travailler à être, j'allais dire, premier. Pourquoi pas? Voilà, ça veut dire qu'il y a toujours quelque part quelque chose qui coince. Si on est 5e, c'est par rapport au premier. Le premier, qu'est-ce qu'il fait pour être premier? Il faut que nous, si on travaille, je sais que nous sommes dans un contexte sécuritaire qui n'est pas favorable à la liberté de la presse. Et ça, c'est déjà un hic. Avec l'état d'urgence avec l'état d'urgence qui est décrété, ce n'est pas favorable à la liberté de la presse. Et c'est des situations qui ne peuvent pas nous faire avancer mais de manière globale. Je dis que le journaliste burkinabé, c'est vrai qu'il y a des convocations à la justice, il y a des convocations pour des articles, mais on est loin des journalistes qui sont embastillés, qui sont tués, qui sont empêchés de faire leur travail. C'est vrai que aussi beaucoup de journalistes n'ont pas accès à l'information comme ils le souhaiteraient et c'est des points qu'il faudrait travailler à améliorer. Beaucoup évoquent aussi les conditions de vie. On dit que qui a faim n'est pas libre. Oui, et ça peut pousser certains journalistes à être corrompus, à devenir facilement corruptibles. Et il faut améliorer les conditions de travail. Et améliorer les conditions de travail, c'est pas donner quelques freins à gauche, à droite. C'est vraiment faire un grand effort, comme partout ailleurs, pour que les journalistes soient libres et
de faire son travail et de ne pas être dépendant de quelque corrupteur que ce soit. Première visite d'une chancelière au Burkina, Angela Merkel, à l'université de Ouagadougou, avec une prestation jugée cette fois-ci bonne de la part des étudiants. Comment vous... Parce que l'Allemagne n'a pas colonisé le Burkina, peut-être c'est ça. Il y avait moins de pression. Oui. Mais comment vous percevez un peu cette approche entre les relations entre le Burkina Faso et l'Allemagne? Oui, le Burkina Faso, je crois que c'est une manière de diversifier ces relations, de ne pas trop s'appuyer sur la France, qui est le premier partenaire au développement du Burkina, mais d'essayer de travailler avec les autres pays d'Europe, comme l'Allemagne. L'Allemagne, quand même, c'est une puissance économique non négligeable dans l'UE. Et le Burkina essaie d'attraper à gauche, à droite, si on peut dire, pour ne pas laisser, en tout cas, la France seule au devant des choses. Je crois que c'est une manière aussi de faire un appel du pied, pour dire aux Français, voilà, vous voyez, nous, on ne compte pas seulement sur vous. Il y a les Allemands qui sont nos partenaires et nous pouvons également compter sur eux pour le développement. Ça pourrait amener les Français aussi à changer un peu les manières, les visions de la coopération et à aller, en tout cas, sur de meilleures bases, sur de nouvelles bases plus solides. Voilà. Pas de paternalisme comme on l'a vu avec Emmanuel Macron ici, qui veut toujours donner des conseils aux Africains. Des vérités ont été dites. Le président du Faso appelle les Européens à revoir leur position sur la Libye et même sur les ventes d'armes. Moi, je crois que cette vérité, on aurait pu la dire à la France, pas à l'Allemagne, parce que c'est Sarkozy, Nicolas, qui a pu lancer cette grande braderie de la Libye avec cette chasse à Kadhafi, qui a été finalement tué après quelques mois d'affrontements avec des rebelles soutenus par les Européens. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Haftar et Acharaj qui s'affrontent, et puis les Africains qui trinquent, et pendant ce temps, les Européens sont tranquilles chez eux. C'est vrai que par jour, ils reçoivent des vagues successives de migrants qui embarquent dans des bateaux depuis les côtes libyennes, mais ça, je crois que ça, c'est le moindre mal par rapport à ce que les Africains subissent comme dégâts avec tous ces groupes terroristes qui pullulent. Même, j'allais dire que tout ça, ça fait partie de cette Libye qui a été désintégrée et qui a lancé dans le Sahel tous ces groupuscules, État islamique, Al-Qaïda au Maghreb, et bref, tous ces groupes-là. Et je crois que c'est nous qui payons le prix fort, un lourd tribut à cette situation dangereuse qui prévaut en Libye. Ça sera tout pour aujourd'hui et nous allons dire merci à Godefroid Brazier. Merci d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et je crois que c'est la première radio qui m'a donné la parole. C'est le premier média qui m'a donné la parole depuis que je suis journaliste, depuis 1984. Et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait plaisir parce que mes premiers pas de journaliste, je les ai faits dans cette maison et cette maison est reconnaissante. Et je remercie tous ceux qui sont là, qui ont travaillé avec moi. Je reconnais pas mal de visages qui ont bossé quand j'étais là à Canal Arc-en-Ciel, à la Radio Nationale. On était tous ensemble, on vivait dans une parfaite fraternité et je crois que c'est ce qui manque actuellement à la jeune génération qui, en tout cas, met en avant les problèmes, préoccupations matérielles, qui n'a pas besoin de solidarité, qui n'a pas besoin de fraternité dans le métier. Merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.